Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Moi, j'ai hâte à la rencontre Trump-Poutine. Ah, ça, j'aimerais ça être là. Pendant toute la rencontre, pas juste quand les médias vont amener les caméras dans la salle. En fait, j'aurais aimé être là à la rencontre aussi qu'ils ont eue il y a 4 ans, quand Poutine a fait sortir les interprètes, a fait sortir tout le monde, et il s'est retrouvé tout seul avec Trump. Je me demande bien ce qu'il lui a dit. Et je me pose beaucoup de questions sur la relation entre Trump et la Russie. Mais bon, mettons ça de côté. Il y a une bonne nouvelle quand même aujourd'hui. Poutine dit oui, d'accord, je suis prêt à discuter, je suis prêt à négocier, je suis prêt pour des négociations avec Trump. Moi, je l'ai toujours dit, ajoute Poutine. Et de toute façon, et il va dans le sens de la propagande de Trump, qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit oui, si Trump avait été président en 2022, il n'y aurait pas eu cette crise en Ukraine. Wow. Alors, pas de guerre, évidemment. Mon œil, il n'y aurait pas eu ça. Oui. C'est du grand n'importe quoi. Ça, mais Poutine le fait souvent. Il ment de manière posée, tu sais. Quand il parle, ça a l'air très bien. Soit dit en passant, Benoît, il y a une nouvelle lune qui tourne autour de la Terre, et patati, et patata. Ouais, mais il n'y a pas de conséquence à ce mensonge-là. Tu sais, c'est juste, c'est comme un lien d'amitié qu'il lance à Trump, là, pour cette discussion. Totalement. Et c'est une ouverture. Mais ça montre aussi qu'il est faible, parce que il aurait pu se contenter simplement de dire, bah oui, on peut peut-être en négocier ou on verra, etc. Mais non. Il y a un problème en ce moment, le brave Poutine, c'est que son économie va vraiment mal. Et là-dessus, Donald Trump a raison. Nous, on en a parlé souvent. Je t'ai dit, attends, là, ils en ont pas pour longtemps dans leurs réserves monétaires. Ils en ont pour peut-être 1 an ou quelque chose comme ça, 1 an et demi maximum. Il faut que la guerre prenne fin pour la Russie. Puis surtout que Trump a quand même lancé, tu t'en souviendras, on en a discuté, que le prix du pétrole devrait baisser. Et ça ferait très, très mal aux finances de la Russie, bien entendu. Donc, c'est intéressant, c'est à suivre. C'est intéressant, ça. Peut-être une bonne nouvelle, on verra où ça va aboutir. Mais en attendant, les combats entre les deux redoublent. Tu sais, par exemple, hier, l'Ukraine a bombardé le sud de Moscou, dans la banlieue de Moscou, puis les Russes aussi redoublent d'ardeur en Ukraine. C'est à qui prendra les positions les plus fortes avant cette négociation. Encore là, on veut pas de manifestation, on veut rien, on veut juste la paix. On veut juste que tout le monde s'entende puis qu'il arrête de s'entretuer. Tu sais, c'est comme Israël puis la bande de Gaza, Palestine, on veut juste qu'ils s'entendent puis que tout le monde vive en paix. Mais il faut retirer les crinqués là-dedans, les éléments perturbateurs, il faut arrêter de jeter de l'huile sur le feu. Oui, mais tu sais, dans le cas de l'Ukraine, je pense bien que malheureusement, ça remonte jusqu'à Poutine, et c'est Poutine qui en fait une affaire personnelle. C'est un dictateur, puis il aime pas qu'une démocratie soit en train de s'installer en Ukraine. Tu sais, c'est pas une vraie démocratie encore. L'Ukraine, on en est loin. Enfin, on en était loin, mais ça prenait ce chemin-là. Oui, en effet, tu sais, je me dis souvent, Benoît, s'il y avait quelques dictateurs en moins dans le monde, Xi Jinping, Kim Jong-un, excuse-moi, Poutine, tu sais, quelques autres comme ça. Oui, le monde irait mieux, beaucoup mieux. On a vraiment l'impression que ces gens-là cristallisent énormément de crises. Il y a un juge aux États-Unis qui suspend le décret de Donald Trump sur la loi, le droit du sol. Mais ça, un juge de Seattle. La question se pose aussi au Canada, et nous, on a fait des appels, Loïc. Étonnamment, il n'y a personne qui veut se prononcer là-dessus. Les femmes qui débarquent ici pour accoucher. Des peureux. Oui, des pleutres et des peureux. Tu sais, moi, je me souviens, à l'hôpital, quand ma femme a accouché, il est rentré une Russe. Puis elle était là, elle allait accoucher immédiatement. C'était clair, elle avait rien, elle n'était pas ici. Elle est venue ici pour accoucher, pour que son enfant ait la nationalité canadienne. C'est choquant, les médecins sont choqués, tout le monde est choqué de ça. Puis il semble que ce phénomène augmente ici, mais aux États-Unis aussi. Ce sont des gens qui se magasinent une nationalité. Moi, je pense pas qu'on devrait leur donner la nationalité à ces gens-là. Je pense pas. Il y a un problème, tu
sais, ils n'ont pas Oui, oui. contribué à la société québécoise. Et puis ils vont pas en contribuer. Non, non. Puis ils veulent pas y contribuer nécessairement non plus. Ils contournent toutes les lois sur l'immigration. Ils seraient pas admis non plus. Ben oui, on a été pendant trop d'années. Quand c'était marginal, je veux bien croire, c'était peut-être pas la peine de s'y intéresser tant que ça. Mais ce n'est plus un phénomène ça marginal. fait longtemps qu'on en parle ici, là. Je me souviens des articles dans les années 90 où on parlait des femmes qui débarquaient juste, à 8 mois et demi, juste le temps d'accoucher, citoyenneté canadienne pour l'enfant, puis ils repartent, puis à un moment donné, ils utilisent ça pour voyager, pour avoir des privilèges, et que les parents aient aussi la nationalité. Absolument. Absolument. Puis je pense que les gens commencent à être assez choqués de ça en général. Puis oui, on peut y voir, il y a moyen d'y voir, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Je pense que quand c'est évident que ces gens-là accouchent ici pour ces raisons-là, ben on devrait priver ces enfants-là de la citoyenneté canadienne. C'est tout. Mais le juge dira, mais ça pourrait faire des apatrides. Ben oui, mais écoutez, là, c'est pas notre problème, là. Pas notre problème. À un moment donné. Faut arrêter. En Europe, à Davos, les gens d'affaires, Loïc demande quoi au juste? Déréglementation. Ils ont entendu Trump, puis ils disent, ah, mais écoutez, là, on a toute cette compétition qui vient d'Asie, de Chine en particulier, cette compétition nouvelle qui vient des États-Unis, faut qu'on s'en sorte, déréglementons. Ben oui, mais c'est parce que si on a réglementé, c'est parce que les compagnies ont abusé. Si on a réglementé, c'est parce que les compagnies créaient des catastrophes un peu partout, dans différents domaines, qu'on pense seulement à l'environnement, qu'on pense au droit du travail. Alors oui, il y a des raisons pour lesquelles on réglemente, parce que ou alors des compagnies qui véritablement tuent des gens avec leurs produits, etc. C'est pour ça qu'on réglemente. C'est pas de gaieté de cœur que les gouvernements réglementent, ils n'aiment pas réglementer. Puis alors les compagnies disent mais non, déréglementer. Mais écoutez, ça s'est fait dans l'histoire. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, La Grande Transformation de Karl Polanyi, qui explique qu'en Angleterre, à la fin du 19e siècle, ben oui, il y a eu des cycles, réglementations, puis ensuite on disait déréglementer parce que les compagnies disaient on a compris, mais non, elles faisaient pire qu'avant, alors on re-réglementait, puis ensuite les compagnies disaient mais non, on a vraiment compris cette fois-ci, puis on déréglementait à nouveau, mais elles faisaient encore pire, tu sais. Ça peut être un manque de respect des droits des travailleurs, l'environnement aussi, rejeter des produits polluants dans l'environnement. Il faut réglementer les compagnies parce qu'on ne peut pas faire d'angélisme. Cela étant dit, il y a trop de paperasse, ça je suis tout à fait d'accord. Il y a peut-être de la réglementation qui est obsolète, je suis tout à fait d'accord. On peut améliorer, optimiser la réglementation, ça oui, c'est vrai. Mais déréglementer, non, ça crée des problèmes. Souviens-toi de la crise en 2008 des subprimes. Ça, c'est venu de déréglementation. Ça avait commencé sur Reagan. Ensuite, Clinton avait encore déréglementé. Puis là, on s'est retrouvé avec une crise épouvantable. Ah, on a réglementé. Pas complètement, mais en partie. C'est fou, hein, avant qu'on se quitte, Loïc, comment le monde a changé depuis lundi? Ben oui, enfin depuis l'élection de Trump, parce qu'il s'était déjà mis là-dessus, mais oui, effectivement, il y a beaucoup changé. Ils savent vite. Et les oligarques, là, ils perdent pas de temps. Ils ont commencé dès maintenant à profiter de leur position de pouvoir, à essayer d'augmenter leurs profits. C'est la course à qui va avoir 1000 milliards de dollars. Et Oxfam prévoit que d'ici 5 ans, il y a au moins 5 fortunes qui vont atteindre 1000 milliards de dollars. Imagine. C'est hallucinant. Merci Loïc, on se reparle lundi. Bonne fin de semaine. Avec plaisir, salut.